L'entrepôt du bricolage de Saint-Jean-de-Moiran et Chirolles-Comboire, Saint-Martin-d'Air vous présente Si on parlait. L'entrepôt du bricolage, l'esprit entrepôt, ça change tout. Avec Gilles Trignard Résidence, vous êtes confortablement installé pour regarder Si on parlait. Bonjour à tous, bienvenue dans Si on parlait, l'émission qui vous donne la parole chaque jour pour savoir ce qui se passe près de chez nous. Et aujourd'hui, avec nos invités, on va plonger dans l'univers musical du groupe grenoblois Gwizdek, découvrir une marque de vêtements révolutionnaire et se pencher sur le patrimoine industriel de l'ancien petit train de la Mure qui cherche sa voie. Bonjour à tous, à mes côtés Daniel Gwizdek, bonjour. Bonjour. Bienvenue, compositeur, auteur, interprète. Vous sortez votre premier album ces dernières semaines. Ça s'appelle Cid, la graine. Et vous êtes venu avec Fave, l'homme qui joue du clavier. Et on aura le plaisir de vous avoir tous les deux en duo à la fin de cette émission. À côté de vous, Hélène Nalmartin, bonjour. Bonjour. Alors vous êtes une créatrice de vêtements un peu particuliers, dédiés aux malades du cancer. On va en parler également au cours de cette émission. Vous êtes venu avec un petit éventail de votre collection. Et puis on a en face de vous deux pierres angulaires, j'ai envie de dire, de l'association les Rails du Drag. Bienvenue à tous les deux. Bonjour. Alors Pierre Lang et Pierre Facchinetti, Bonjour. respectivement président et secrétaire de cette association qui est basée à Saint-Georges-de-Comiers, dans l'agglomération grenobloise, qui a pour vocation la sauvegarde et la valorisation du patrimoine du chemin de fer de la Mure. Alors avec vous, on va faire un petit peu d'histoire, on va remonter presque au siècle dernier, même plus qu'au siècle dernier, hein, puisque le chemin de fer de la Mure, c'est une ligne ferroviaire qui a plus de 100 ans, Pierre. Oui, elle a été créée en 1888. Alors, elle a été créée à l'origine pour aider à l'exploitation des mines de charbon du plateau mathésin. Oui, l'objectif, c'était de descendre le charbon extrait des mines de la Matésine jusqu'à Saint-Georges-de-Comiers, où le charbon était transféré sur les wagons de ce qui s'appelait à l'époque le Paris-Lyon Méditerranée et qui est devenu la SNCF par la suite. On voit sur ces images d'époque que la construction d'un chemin de fer comme ça sur un terrain accidenté en montagne, c'est pas le plus simple. Non, c'est pas le plus simple. Il y a même une tranchée qui a été construite à coups de canon. Bon. La mine, ça a marqué l'histoire du plateau mathésin, Pierre Facchinetti. Alors, les plus jeunes ont peut-être oublié cette époque, mais qui est encore assez récente. Hein. C'était jusque dans les années 90, cette exploitation de ces mines de charbon. Oui, ça s'est arrêté en 1988. Et après, c'est tout de suite passé en train touristique, pratiquement. Et donc, jusqu'à l'éboulement en 2010, le fameux éboulement au niveau de Monténard, qui a coupé la ligne en deux, à peu près. Hein. Donc, le parcours faisait à peu près 30 km. Et donc, il y a 7 km sur le plateau mathésin et 7 km en partie aval, à côté Saint-Georges-de-Comiers. Donc, le projet a pu redémarrer sur le plateau mathésin en 2019-2020. Et depuis, il n'y a rien sur la partie basse. On voit là les images justement de cet éboulement qui a coupé cette ligne touristique en deux. Oui. Il a fallu 11 ans, je crois, pour retrouver un projet qui est démarré avec les habitants de la Mure, en fait, qui tenaient à leur chemin de fer. Apparemment un peu moins sur la partie basse. Donc côté Saint-Georges-de-Comiers, c'est tout en ruine, malheureusement, parce qu'il y a un véritable trésor industriel. Alors ce petit train de la Mure qui a fonctionné à plein, on va dire, pendant de nombreuses années avant cet éboulement, Pierre Lang, c'était un train d'usage pour la mine et qui est devenu aussi une attraction touristique importante pour toute notre région. Oui, tout à fait. Ça a été un vecteur de développement économique pour tout le plateau mathésin avec le transport du charbon, mais également le transport de voyageurs et le transport de marchandises, avec une reconversion en train touristique. C'est une des plus belles lignes des Alpes. Et c'est en plus une ligne qui est mondialement connue puisque le chemin de fer de la Mure a été le premier au monde à avoir été électrifié
en haute tension donc au tout début du XXe siècle. Et c'est donc une liaison entre la houille noire et la houille blanche. On va fêter l'année prochaine le centenaire de l'exposition de la houille blanche à Grenoble et c'est un trait d'union extraordinaire. Et on le voit sur ces images, hein, le train survole notamment les barrages situés sur la vallée du Drac, les barrages hydroélectriques. Alors, à l'époque de l'exploitation touristique, on y allait tranquillement. Hein. C'est un train de montagne, c'est pas un TGV. Non, 30 km/h en vitesse maximum. On a le temps de voir le paysage. Il y avait combien de kilomètres entre Saint-Georges-de-Comiers en bas et puis l'arrivée à Lamur? À Lamur, un peu plus de 30 km. D'accord, 600 mètres, je crois, de dénivelé. 600 mètres de dénivelé, 153 ouvrages d'art, de nombreux tunnels, de nombreux viaducs. Et là, on voyait les images d'aujourd'hui de cette passerelle qui sert de terminus au milieu de la ligne, hein, qui permet quand même aux touristes qui empruntent le train depuis Lamur de profiter du paysage. Je crois qu'il y a plus de 4 km de tunnels cumulés si on les mettait bout à bout. Tout à fait, c'est ça, hein? Tout à fait. Bon, un train donc, qui a son histoire et qui, grâce à vous, va peut-être réécrire une petite page, parce que Pierre Facchinetti le disait, en bas, même si à Lamur maintenant ça revit, en bas, à Saint-Georges-de-Comiers, au niveau de la gare qui était la gare de départ, aujourd'hui il n'y a plus grand-chose. Il y a plus de vie. Par contre, on a une pépite extraordinaire, c'est que nous avons ici en Isère le dernier centre de maintenance d'un chemin de fer secondaire français encore existant. Tous les autres ont été rasés. Et non seulement il existe, mais il est encore quasiment complet avec la quasi-totalité de ces bâtiments. Ouais, là, Pierre Facchinetti, on voit le site aujourd'hui, qui était un site important, avec beaucoup d'entrepôts, beaucoup d'ateliers. Beaucoup de machines-outils qui fonctionnent aussi, comme au début du siècle, quoi, en fait. Et c'est vrai qu'on aimerait partager tout ça. Donc on fait des journées du patrimoine, notamment cette année, c'était les 3e. On a accueilli quand même 400 visiteurs qui ont pu découvrir le site. Il appartient à qui aujourd'hui ce site ? Alors c'est un petit peu compliqué, il y a beaucoup d'acteurs sur le site puisque l'État est propriétaire, je dirais, du foncier, des bâtiments et de la voie. Le département en a la gestion, le département est par contre propriétaire de tout ce qui est dans les bâtiments ainsi que du matériel roulant. On est en plus potentiellement sur un territoire métropolitain et bien évidemment on est sur la commune de Saint-Georges-de-Comiers. Bon, il y a beaucoup d'acteurs, donc dossier un petit peu compliqué à gérer. Et comment s'immisce votre association que vous avez créée récemment Oui, alors l'association a été créée en début 2022. Mais le projet de sauvegarde était porté par le milieu associatif depuis un petit peu plus longtemps, puisqu'il y avait une association avant la nôtre qui s'appelait l'association de sauvegarde du patrimoine du chemin de fer de Lamur, association aujourd'hui disparue. Et nous sommes donc, nous, repartis de cette idée-là pour essayer. Voilà, nous sommes un petit peu les héritiers de cette association-là. Vous avez tous les deux un lien particulier avec cette activité, ce chemin de fer ou... Pas du tout, puisque moi, je ne suis absolument pas originaire de la région. Bon, passionné quand même de chemin de fer, mais ça c'est un virus que nous avons à peu près tous dans l'association. Moi ça n'est pas mon histoire. En l'occurrence, quand on me dit votre train, non, ça n'est pas mon train. Mais j'ai envie de me battre pour qu'effectivement ça survive. Pierre ? Alors, je suis de la région, mais pas en rapport avec le train non plus, mais passionné de train et d'histoire ferroviaire. Alors vous évoquiez ces ateliers, on a vu l'extérieur, à l'intérieur on retrouve aussi du matériel roulant d'époque. Alors il y a un petit peu de matériel roulant d'époque, mais la grosse richesse de cet atelier c'est les machines-outils, dont certaines datent du 19e siècle puisqu'elles ont été installées à la construction de l'atelier en 1889. Ce sont des machines qui fonctionnent encore. On a dans les ateliers le dernier tour à reprofiler les essieux en voie métrique existant en France. Et quand on rentre dans les ateliers, on a l'impression que le temps s'est arrêté en 1930-1940. Je pense qu'un salarié du chemin de fer de Lamur qui aurait travaillé à cette époque-là retrouverait à peu près son établi, ses armoires et ses machines. Qu'est-ce que vous attendez, Pierre, avec cette association de sauvegarde? Ces ateliers aujourd'hui, Pierre dit qu'ils sont opérationnels, mais plus personne n'y travaille réellement. Non, le but, c'est pas de travailler, c'est de faire découvrir ça aux jeunes générations, de faire une espèce de musée attractif, un musée vivant, de savoir ce que c'est qu'un tour, une fraiseuse, comment on travaillait à l'époque. On n'avait pas les conditions de sécurité qu'il y a maintenant.
Il y a une forge, il y a un marteau pilon, donc il y a beaucoup de bruit quand ça tourne. Hein, donc à l'époque, ils portaient peut-être pas forcément des casques anti-bruit. Et Il n'y avait pas les mêmes normes. voilà. Donc voilà, c'est de faire redécouvrir un peu tout ça. On voit là les images de cet atelier. Rien n'a été pillé alors que c'est fermé depuis des années. Oui, alors ça reste sous alarme quand même, mais effectivement, on a un stock de pièces détachées, on a un stock de quincaillerie absolument extraordinaire, puisque les magasins sont restés à peu près tels quels. Là, on voit cette machine, je ne sais pas si c'est celle que vous évoquiez, là, qui fonctionne visiblement encore bien. Je sais pas trop. C'est un simple tour. Ça. C'est un simple tour. Je ne suis pas un grand spécialiste des De 1912 quand même, donc il a quelques années. Ouais, un peu plus de 100 ans et il a l'air de se porter bien. Alors, au-delà de la préservation, on va dire, de ce patrimoine industriel qui est aux portes de Grenoble, mais qui est aujourd'hui méconnu, vous avez aussi un projet qui est là pour les années à venir, et je crois même pour 2025, pour faire revivre cette partie basse de la ligne qui est complètement oubliée aujourd'hui. Alors, on a effectivement, on avait un projet, puisqu'aujourd'hui, le projet de Vélorail, qui faisait partie de l'un des 3 volets de l'association, a été repris directement par la municipalité de Saint-Georges-de-Comiers. Donc, le projet est actuellement porté par la municipalité et plus par l'association. On reste, nous, à la disposition, bien évidemment, de la municipalité pour apporter notre expérience dans ce domaine-là. Ouais, c'est vous qui l'avez initié, en tout cas. C'est nous qui l'avons initié, oui, tout à fait. Alors, Vélorail, ça parle peut-être pas à tout le monde, ça, on voit le principe sur ces images, sur votre ligne, c'est d'arriver à faire circuler une sorte de petit chariot, un mini-train. Oui, c'est ça, des petits chariots à pédales, là en l'occurrence avec une assistance électrique pour pouvoir monter. Donc l'idée c'est de monter jusqu'à Notre-Dame-de-Comiers, de retourner les engins et puis de redescendre jusqu'à Saint-Georges. Bon, il y a un certain nombre de problèmes techniques à résoudre, mais on sait que ça va marcher puisque tous les vélorails de France aujourd'hui fonctionnent très très bien. Oui, parce qu'il n'y en a pas en Isère, Pierre Fachinetti, mais il y en a dans d'autres départements limitrophes de la région. Il y en a un petit en Isère, à Montalieu. Ah ouais, mais là on est dans le Nord-Isère, on est presque dans le Lyonnais là. Oui, alors là. Et pour entre guillemets, montrer à quoi ça ressemble. Ça, je crois que c'est celui de la vallée du Doubs, dans la Drôme, donc pas très loin de chez nous non plus. Finalement, c'est quelque chose d'assez ludique et ouvert à toutes les familles. C'est tout à fait ludique, c'est une activité familiale. Moi, à titre personnel, j'interviens sur un vélorail, alors qu'il n'est pas dans la région, qui est dans le département de l'Indre, c'est le vélorail de Valençay. Et c'est un vrai plaisir d'accompagner cette activité. C'est vraiment une joie pour les parents, les enfants. L'objectif d'ouverture de ce vélorail, c'est quoi? C'est pour l'année prochaine? Je pense que ce sera plus d'un... Alors ça, c'est la date qui a été annoncée par la municipalité. Moi, j'ai vu 2025. Oui. Donc, Mais je pense que ça va être un petit peu plus long que ça, ne serait-ce que pour des raisons de traitement des dossiers de sécurité par les organismes de certificateurs. C'est un peu compliqué. Ce sera un petit peu plus long. Je pense qu'il vaut mieux partir sur 2026, ça. C'est un gros budget d'aménager comme ça Alors, les engins sont assez coûteux à l'achat, et puis il y a quand même un certain nombre de travaux à faire, notamment de sécurisation, puisqu'on a quand même la voie qui passe à côté d'un certain nombre d'appics. Donc, quand vous êtes dans un train, vous ne pouvez pas descendre. Quand vous êtes dans un vélorail, vous pouvez vous arrêter. Oui. Et voilà. Donc, il y a des problèmes de sécurité à résoudre. Et puis les allers-retours, comment ça va se gérer? Parce qu'il n'y a qu'une voie. Alors, on fait monter tous les vélorails, on les retourne tous, et puis on les redescend. On fait des trains de vélorail. Voilà. Blocage non, le nez à nez n'existera pas. Bon, 2026, on va suivre plutôt vos prédictions, effectivement, vous qui êtes des spécialistes. Et puis en attendant, il y a ce site qui existe et qui mérite en tout cas d'être découvert et de guetter sur le site, sur la page Facebook de l'association, les Rails du Drac, les journées portes ouvertes que vous pouvez faire de temps en temps. Voilà, tout à fait. En particulier les journées du patrimoine. Au mois de septembre. Bon, si vous cherchez en tout cas des artistes pour célébrer l'ouverture de ce futur vélorail, voilà, tout à fait. J'en ai un à vous proposer. Il s'appelle Daniel Gouisdek, il est auteur, compositeur, interprète, et il a un groupe éponyme qui s'appelle Gouisdek aussi, comme ça c'est simple. Alors, c'est un groupe de 4. Là, vous êtes venu en duo avec Fave. Vous l'avez joué un petit peu intimiste pour cette première sur le plateau de Télé Grenoble. Gouisdek, c'est un pseudo de scène ou c'est vraiment votre nom de famille, Daniel? C'est mon nom de famille. C'est mon nom de famille. Après, l'idée, ça a été au moment où on a fait ce groupe, justement, de garder que Gouisdek et pas uniquement, entièrement avec le prénom Gouisdek, voilà, pour justement essayer de
faire ce bloc, et faire cette entité à 4 du coup. Fav, le fait de s'appeler, d'avoir un nom de groupe qui est le nom de famille du chanteur, c'est gênant ou pas? Non. J'adore son nom de famille en plus. On vous demande jamais ce que ça veut dire Gwizdek quand on Si, vous surtout croise. comment l'épeler, le dire. Mais au bout de 7 fois, ça rentre dans la tête. C'est bon. Bon. Alors le groupe est originaire de Grenoble. Je crois que vous existez depuis 2020. 2020, ouais. 2020, 2021. Vraiment à la sortie du Covid, en fait. C'était un peu l'idée un peu folle de monter un groupe en plein milieu du Covid. Du coup, ça a commencé par enregistrement alterné via écran, tout ça. Puis on a fait nos premières captations comme ça, chacun dans son appartement, à jouer, à faire ses parties. Et puis après, on a eu la chance avec la source, de pouvoir faire un premier live, donc streamer, et puis après d'élaborer avec plein de partenaires. Alors, une musique post-Covid, alors. Du nouveau monde. Ça commence à émerger, 3-4 ans après le Covid, il se crée plein de choses. Vous faites de la musique depuis longtemps, Daniel? Moi, personnellement, depuis l'adolescence. Oui. Ouais, donc c'est votre univers depuis un certain temps. Ouais. Un mentor en musique, sur quoi vous êtes inspiré pour vous lancer dans ce domaine? Il y a énormément de mentors, énormément de choses qui influencent, et je pense dans le groupe, on a chacun les nôtres un peu. Moi, personnellement, j'ai toujours eu beaucoup d'admiration pour Cohen, donc c'est en anglais, Leonard Cohen. Mais côté français, on a Feu Chatterton, il y a tous les Gainsbourg, forcément, toute cette génération-là aussi qui sont assez présentes et assez inspirantes dans l'oreille. Ouais. Fav, mêmes inspirations ou vous êtes un peu plus... Ouais, moi c'était plus anglophone de base. Rock'n'roll. Ouais, je sentais ça, je sais pas pourquoi. Mais de plus en plus vers l'électronique aussi. En France, on est bien servi pour ça. Mais on a plus les mêmes influences. Feu Chatterton surtout. En vrai, c'est surtout ce projet, ça a été l'occasion vraiment pour Daniel de chanter en français, d'écrire en français, de traverser la barrière du stress, de la langue française, de sa propre langue. Ouais. Oui. Est-ce que vous aviez fait vos premières compos en anglais? Ouais, c'est ça. Pendant longtemps, je faisais en anglais. Et puis après, un jour, je faisais écouter comme ça aux amis, puis des amis anglophones, puis ils m'ont dit « Ouais, c'est pas mal, c'est de la poésie, quoi. » Donc, je me suis rendu compte que peut-être l'anglais était mon anglais était peut-être un peu approximatif. Donc, du coup, voilà, c'était vraiment l'idée d'essayer de sortir de sa zone de confort en reprenant sa langue maternelle, en fait, en essayant de trouver ses mots, de trouver sa façon de dire, de sortir un peu des postures Cohen, des influences, et vraiment d'essayer d'interpréter la chose avec ses propres émotions et ses propres faiblesses aussi. Enfin, c'est vrai. Le mélange en tout cas est réussi entre la chanson française, la pop, le rock. Voilà ce que ça peut donner avec Gwizdek, un petit extrait. Je garderai d'hier soir quelques motifs, quelques textures. Je garderai en mémoire ce dont je suis à peu près sûr. Quelques secondes de pure joie où l'on ne se jugeait pas, où l'on pensait plus au futur, où l'on riait sans entrave. T'inquiète, ça va le faire, chacun de nous se perd parfois. Oh non, 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 la nuit nous entraîne vers ce je ne sais quoi. T'inquiète, ça va le faire, chacun de nous se perd parfois. Oh non, 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 la nuit nous entraîne vers ce je ne sais quoi. Un petit extrait de chacun de nous se perd parfois. Ça fait partie du nouvel album, ce titre? Ça fait partie du nouvel album, ouais.
Vous avez réussi du premier coup le plongeon dans la piscine ou il y a eu plusieurs tentatives? Il n'y a eu qu'un seul coup. Ouais, parce qu'après, il faut se sécher changer. le costume, il faut tout. Ouais. Il n'y avait qu'un costume qu'un coup. Bon, on l'a entendu, on l'entend sur ce plateau, vous avez une voix, vous auriez pu faire de la radio, je vous verrais bien animateur sur une radio la nuit, avec cette voix chaude, chaleureuse. Vous parliez de Leonard Cohen, il y a du Bachung aussi un peu dans votre... Bachung, ouais. Bachung, je connais assez peu au final Bachung, l'album Fantaisie militaire, que j'avais trouvé incroyable. Et ouais, il y a des grands noms comme ça qui sont... Belin aussi. Musique et texte, c'est vous qui composez tout? Comment vous travaillez avec le groupe? Alors, chacun arrive avec sa matière, entre guillemets, des maquettes, des façons, puis après on met tout en commun. Et après, moi j'écris les textes, mais la composition, c'est vraiment tout le monde qui participe. Vous êtes 4 dans ce groupe, 4 garçons qui sur scène, j'ai vu que vous essayez de jouer sans artifice. L'électronique, tout ça, on le remet de côté quand on monte sur scène. Exactement, du coup en fait on essaie de ne pas avoir d'ordinateur sur scène. Et du coup on reprend des petits bouts de samples de nos studios. Moi j'en joue au pad, Steven aussi qui est à la basse. Et Vadim aussi qui a des pads. On essaie de vraiment tout jouer live sans clic, sans métronome. C'est important Daniel? Ouais, clairement, ouais. Ça fait vraiment partie de ce qu'on veut défendre avec ce projet, c'est vraiment tout jouer et vraiment avoir cette expérience live au maximum, quoi. Parce que Fav, aujourd'hui avec la technologie, on peut pratiquement être sur scène sans toucher un instrument et avoir quand même un rendu qui tient la route. C'est ça qu'on voulait pas faire, c'est vraiment tout jouer, que ça soit très vivant, quoi. Alors le nouvel album qui vient de sortir donc s'appelle Seed. Alors moi j'ai fait un peu d'anglais, c'est la graine, c'est ça? Qu'est-ce qu'elle a de particulier cette graine? En fait, elle va pousser, éclore. C'est ça, c'est en fait. Donc c'est la graine de l'arbre, mais c'est aussi un paramètre qui est assez connu des informaticiens et qui est le paramètre un peu de randomisation et qui est très utilisé en IA et pour justement donner de l'aléatoire. Donc autour de cet album, il y a vraiment cette idée d'avoir d'éclore soi-même ou de grandir soi-même, de comment on se génère et comment aussi en lien avec la nature, mais avec toute la technologie qui nous entoure. Et il y a vraiment cette idée d'imbrication et d'ambivalence qui est très liée à science-fiction. Alors justement, l'IA, c'est le thème d'un clip que vous avez tourné au musée de Grenoble. L'IA, c'est l'intelligence artificielle. Alors avec un peu d'effets spéciaux quand même. Je ne sais pas si l'intelligence artificielle a joué dans les effets spéciaux. Alors il n'y a pas du tout d'IA pour le coup dans ce clip. Ça a vraiment été fait à la main, avec un ordinateur quand même, mais à la main par Alexandre Albisser, donc avec qui on réalise tous les derniers clips, là, les 3 derniers. Et donc ouais, c'est un travail de fourmi, littéralement. C'est plus de 300-400 heures pour arriver à végétaliser cet espace vide qui était le musée de Grenoble. Le musée, ça peut donner peut-être des idées au nouveau directeur du musée de faire pousser un peu de plantes vertes dans ses allées. Ce serait incroyable. Vous leur avez montré le résultat? Je ne sais pas s'ils l'ont vu, ouais. Bon, s'ils nous regardent, ils peuvent découvrir l'intégralité des clips de Gwizdek sur votre chaîne YouTube. On les retrouve. Je crois qu'il y en a déjà 3 qui sont liés à ce nouvel album. Tout à fait. Ouais. Il y a IA, Bunker et Chacun de nous se perd parfois. Bon. Puis, vous parliez à votre rapport à la technologie. J'ai trouvé dans un clip un peu plus ancien, celui-là, c'est vous, ça, c'est vos avatars. Eh oui. Celui-là, c'est un clip et un morceau qui s'appelle PNJ. Et donc, ça fait partie de ce triptyque un petit peu 3D bizarre qu'on a fait. Et PNJ, donc, c'est un personnage non joueur. C'est un terme de jeu vidéo qui est les personnages qu'on ne contrôle pas. Et du coup... Fabi, il n'avait pas la casquette sur... Non, pas sur celui-là. Ouais. Ah, mais je fais attention à tous les détails. Bon, en tout cas, l'album est sorti. J'imagine qu'il y aura des dates de concert en 2025 dans la région. Des dates qui sont prévues. Prochainement aussi dans la région. On revient d'une release à Paris aussi, à la Boule Noire. Donc oui, plein de choses. On va se retrouver bientôt. En 2023, vous étiez programmé au Cabaret Frappé. Je crois que la météo a fait les siennes. Hein. Le concert a été annulé. Oui, c'est vrai. On était vraiment à 2 doigts de jouer. On avait tout balancé et tout. Et puis la pluie est tombée. Donc, bon, il y aura une bientôt. Session de rattrapage peut-être en 2025, ouais. non? Bien sûr, ouais. Bon, les organisateurs du Cabaret Frappé à Grenoble en mois de juillet, ils peuvent profiter du nouvel album de Gwizdek, puis on verra comme ça si vous êtes un chat noir ou pas. Si la météo et la tempête retombent, peut-être que les programmateurs ils voudront plus de vous dans les festivals. Faut faire attention.
Bon, sympa. J'ai vu qu'il y avait une version vinyle aussi qui allait sortir de, Tout à fait, de l'album. C'est une sortie vinyle. Sortie vinyle. Ouais. Il n'y a pas de CD. Il n'y a pas de CD pour l'instant. C'est vinyle ou en ligne pour écouter les titres. Eh ben, très bien. Merci en tout cas d'être venus. Vous restez là tous les deux, puisqu'on va vous retrouver pour finir en live cette émission avec un extrait de cet album. Pour l'instant, on termine avec un coup de cœur. Allez, avec Hélène Nalmartin, créatrice de vêtements. Alors, je disais révolutionnaire. Votre marque s'appelle Kibo, Q-I-B-O. Alors, comme pour Guizda, ça veut dire quoi, Kibo? Alors, en fait, à la base, ça veut dire espoir en japonais, mais avec ça, un K. Le japonais. En fait, avec un K, ça s'écrit K-I-B-O. Et en fait, bon, c'était pas mal utilisé, mais ça nous a permis de partir sur le QI, qui, au final, représente le chi aussi. Donc, l'énergie de vie asiatique, chinoise, mais aussi au Japon, on le retrouve. Donc, voilà. Il y a du bien-être dans ce que vous décrivez autour de ce choix de nom de marque. Comment vous est venue l'idée de travailler sur des vêtements particuliers, puisqu'ils sont dédiés aux personnes atteintes de cancer et qui doivent donc subir des soins quotidiennement? Oui. Alors, à la base, c'est pas que pour le cancer, puisqu'il y a aussi des traitements qui sont sur chambre implantable et qui sont pas forcément des traitements anticancéreux, mais c'est sur des traitements longs, en fait, des patients qui ont des chambres implantables. Donc, c'est un petit boîtier qui est mis sous la peau. Et en fait, quand on va en traitement en hôpital de jour ou à domicile, en fait, il faut ouvrir la zone. Donc, en général, il faut se déshabiller pour que l'infirmière puisse piquer à cet endroit-là. À la longue des traitements, en fait, c'est relativement, ça devient pénible, on a froid, voilà. Moi, j'ai eu un cancer en 2019 et au cours de mon cancer, même quasiment tout au début, j'ai rencontré une amie, une sœur de combat, en fait, qui s'appelait Michiko, qui était japonaise, d'où le nom, en fait, voilà. Et celle qu'on voit là sur cette photo. Oui, voilà. Et en fait, un jour, elle m'a demandé si je pouvais l'aider à bidouiller ses vêtements, parce qu'en fait, on avait fait des ateliers de couture pour fabriquer des coussins cœur pour les femmes qui ont un cancer du sein. Et on s'était retrouvés, voilà, c'était un coup de foudre amical, on s'était retrouvés sur plein de valeurs. Et du coup, elle est venue à la maison, on a commencé à réfléchir et puis moi, je lui ai dit non, mais on ne va pas faire du neuf avec du vieux, on va dessiner un modèle, on va créer le patron. Et le soir, le patron était créé. Et du coup, on avait le premier modèle, en fait, qui est exactement celui-là. C'est celui que vous m'avez amené, alors je vais le déplier. Et l'originalité du vêtement, elle se trouve ici, sur cette ouverture. Oui. Qui est à la fois esthétique, mais aussi pratique par rapport à... le col, je le mets mal, peut-être. Non, oui, le col, il reste en bas, derrière, voilà. Oui. Oui, en fait, l'idée, c'était déjà d'avoir une matière extrêmement douce, parce que la maille, c'est une matière très douce, à la fois souple et légère, mais en même temps, quand elle habille le corps, en fait, elle a une tenue, elle ne va pas se froisser, voilà. Et le deuxième tissu, c'est de la popeline. En fait, on a designé nos propres motifs textiles, donc c'est les motifs Kibo. Et on voulait de la couleur, on voulait un peu d'originalité, une identité forte. Donc là, on a le premier modèle qui s'appelle Michi, d'inspiration de mon amie Michiko. Et en fait, on a 3 versions sur ce modèle au niveau des tissus. On a celui-là, là, qui est un peu à carreaux. Voilà. Et on a ce tissu-là aussi, un peu coloré, orange. Je vais le prendre, ce petit cœur. Voilà. C'est vous qui faites le design, oui. C'est ça, de l'ensemble de vos produits? Oui. Comment on s'improvise créatrice de mode, de vêtements? C'était votre métier à la base ou pas du tout? Non, pas du tout. Moi, je suis infirmière, en fait. Je travaille à domicile et j'ai souvent cousu ou arrangé un peu des vêtements pour des patients. Enfin, c'est arrivé, quoi. Souvent, c'est arrivé. Et en fait, ce qui se passe, c'est que quand on a une grave maladie, quelque part, après, on n'a plus peur. On n'a pas peur de se lancer. Oui, ça se fait à l'insu de soi-même, quoi. Et du coup, c'est parti comme ça.
On a perdu Michiko il y a 1 an et demi maintenant. Et sa famille m'a proposé de poursuivre le projet. Donc après un peu de réflexion, j'ai dit allez, on essaye, on voit où ça nous mène. Voilà. Donc la marque est née et j'ai son mari et sa sœur qui sont associés avec moi dans la boîte. Et j'ai mon mari aussi qui est associé avec moi. C'est pour nous 4, en fait, c'est vraiment un espoir aussi. Pour Michiko, c'était un gros espoir, l'espoir de la vie, en fait, pas l'espoir de guérir ou de quelque chose en particulier, mais ce qui nous porte. Voilà. Et mon mari est concerné aussi par la maladie, par le cancer. Et en fait, c'est vrai que ça nous a permis de sortir aussi. Donc, il y a quelque part, l'espoir, il est aussi pour nous aussi. Alors, l'idée est très bonne, les réalisations sont là. Comment vous en êtes aujourd'hui du développement de votre marque? Comment vous la distribuez? Alors là, pour l'instant, on a un site internet sur lequel on peut acheter les produits. Moi, j'ai donc rencontré qui-beau. Voilà. J'ai rencontré des oncologues. En fait, il y a un gros engouement quand même autour de la marque parce que c'est un réel besoin. Les gens ont froid en traitement. On se rend compte qu'en traitement, quand on est malade, on passe son temps à se déshabiller. C'est presque culturel d'arriver, de se déshabiller. Et c'est vrai que ça commence à peser. Voilà. Donc, je fais aussi pas mal d'événements pour soutenir des associations au cours de laquelle je vends mes produits et je reverse une partie à des associations. Ce week-end, on était au Centre Ressources à Aix-en-Provence. J'ai été invitée par le Centre Ressources. Il y avait un congrès, un colloque d'oncologie. Donc voilà, ça permet de rencontrer les gens, de rencontrer... Voilà, je vais travailler aussi avec des patients partenaires un peu dans différents pôles d'oncologie en France. Voilà, j'ai plein d'axes en fait de communication. Moi, je suis pas quelqu'un qui est à l'aise dans le marketing. Et du coup, on va créer notre propre marketing qui me ressemble et qui ressemble à Kibo en fait. Donc là, à partir de janvier, je vais proposer un événement par mois qui sera le qui bouge du mois et qui sera quelque chose d'original. Par exemple, ça va être créer le prochain motif avec un artiste de paste-up. Ça va être danser dans la rue, voilà. Ça va être les surprises à chaque fois pour créer une communauté un peu solidaire aussi. Et dans cette marque, il y a une volonté d'être solidaire aussi avec son proche. Et c'est pour ça qu'en fait, on a lancé une collection de t-shirts et où il y a des messages qu'on peut porter aussi pour soutenir son proche. Parce que vos vêtements peuvent être aussi portés par les gens qui ne sont pas forcément malades, finalement. Tout à fait. En fait, l'idée, c'était de faire un vêtement qui n'est pas du tout stigmatisant. Les jours, par exemple, où on a chimio, où on a un traitement, on peut très bien travailler, aller en traitement et retourner travailler ou sortir ou voilà. Et en fait, quand on va sur ces traitements-là, on est obligé de mettre des vêtements un peu amples, de tirer, de se déshabiller. Et on a la tenue du traitement plus la tenue de ville, on se change après, etc. Là, c'était vraiment l'idée de faire un vêtement beau qui permet... Il devrait être remboursé par la sécurité sociale. Oui. Je ne sais pas si c'est une piste en ce moment. J'ai l'impression qu'ils cherchent plutôt des sources d'économie, mais bon. Et en parlant de ça, le modèle homme, là, on a prototypé le modèle homme. Il va être canonissime, c'est un polo. Et il va être vraiment canon. Et franchement, ça ne va pas se voir que ça ne se verra pas du tout que c'est un vêtement thérapeutique. Mais ouais, c'est un peu l'idée de faire du style, quoi. Eh ben, très bien, continuez dans cette bonne idée. Kibo, c'est né à Grenoble. Le site internet référence les produits qui vont se développer. Si j'ai bien compris, il y aura une marque homme. C'était ma dernière question. Est-ce qu'il y avait aussi des habits pour les hommes? Vous avez répondu avant que j'ai eu le temps de la poser. Merci à tous. La musique peut être aussi avoir des vertus thérapeutiques dans certains moments. Alors, je vous propose de finir cette émission avec Gwizdek en duo. Piano-voix, c'est ça ce qu'on va écouter? Daniel, ouais. C'est quoi le morceau que vous nous proposez? C'est Bunker. Ça fait partie aussi de l'album que vous Ça fait partie de l'album, oui. Très bien. Merci donc à tous et on se quitte
en musique avec Gwizdek. Je deviens ce bunker sur les plages de Normandie, enseveli par le cœur, enseveli sous la nuit, pieds nus dans l'eau claire, baignade interdite. Je fais machine arrière, je rassemble ma vie, dévie celle-ci en verre, voir où ça me conduit, garçon indécis, garçon indécis. Ce que le futur nous accorde, ce que le passé nous apporte, c'est bien plus dur, je te l'accorde, quand le piano se désaccorde. Je donnerai tout pour sentir la pluie, le ciel, la mer, ce que racontent les amis, des cycles de vie entière sous mes yeux indécis. Je rêve d'un air libre. Et si je laissais derrière ce moule de ciment et d'ennui, ne plus laisser mes peurs dicter ma conduite, garçon indécis, bien caché à l'abri. Ce que le futur nous accorde, ce que le passé nous apporte, c'est bien plus dur, je te l'accorde, quand le piano se désaccorde. Ce que le futur nous accorde, ce que le passé nous apporte, c'est bien plus dur, je te l'accorde, quand le piano se désaccorde. Vous avez profité de Si on parlait avec Gilles Trigna Résidence. L'entrepôt du bricolage de Saint-Jean-de-Moiran et Chirolles-Comboires, Saint-Martin-d'Air vous a présenté Si on parlait. L'entrepôt du bricolage, l'esprit entrepôt, ça change tout.